FM Radio Anguin, au-delà du miroir, avec Julien Votsnitza, qui s'engage dans différents combats, aussi dans une ONG qui s'appelle Sea Shepherd, et qui vient de publier un petit livre au lien qui libère. Pourquoi tout va s'effondrer? Julien, à 24 ans, il a compris que le monde allait s'effondrer. C'est pas une intuition, mais c'est une réalité. Tous les faisceaux d'indices, toutes les publications scientifiques, toutes les observations courent, notre civilisation court vers un effondrement global. Julien Votsnitza, bonjour. Bonjour. C'est quelle nationalité, ça, quelle origine? C'est polonais à la base. Polonais. Ouais. 24 ans, et vous dites dans votre livre que vous n'avez pas d'avenir. J'ai pas d'avenir aussi, il y a un avenir, mais je vois assez mal mon avenir au-delà de mes 60-70 ans. Ah bah déjà quand même. Ouais, ce qui laisse encore une belle marge. Ouais. 2050. Ouais. Après, il y a certains scientifiques qui annoncent 2030. justement 2030, c'est ce que je marque dans le livre. Mais je doute qu'on va tous mourir à 2030. Par contre, on va avoir un certain délitement de notre niveau de vie à partir de 2030. Et si tout dépend en fait de la brutalité de cet effondrement. Et donc, si jamais c'est un délitement lent de notre mode de vie, ça laisse un peu plus d'espoir pour après. Mais vous étiez dans la banque et vous avez décidé d'arrêter, qu'il était inutile d'essayer de faire carrière, d'économiser pour plus tard, car il n'y aurait tout simplement plus tard, vous écrivez en conclusion. Ouais, l'idée c'était c'était sur un passage sur l'ikigai en fait, ou d'essayer de trouver un métier qui à la fois qui donne du sens à sa vie, un métier pour lequel on a des bonnes qualifications, qui permet de subvenir à nos besoins, qui change le monde d'une certaine façon. Et donc l'idée c'était de trouver quelque chose qui arrêtait de se soumettre à ce capitalisme destructeur qui cherche constamment la croissance et de retrouver quelque chose qui soit un peu plus ancré dans le présent. Voilà. Alors vous dites dans la culture d'Okinawa, l'ikigai, I-K-I-G-A-I, 2 points sur le I, est perçu comme une raison de se lever le matin. Exactement. C'est quoi l'ikigai? C'est justement cette raison de se lever le matin, c'est-à-dire trouver un métier qui correspond, qui a du coup quatre attributs. Le premier, c'est un métier pour lequel on est doué. Ensuite, un métier qui nous plaise, un métier qui va permettre de subvenir à nos besoins, et un métier qui a une utilité, soit sociale, soit écologique, soit qui a une certaine utilité dans le monde. Et autour de moi, je me suis rendu compte que l'ikigai, en fait, là où ça devrait être normal, l'ikigai devrait être quelque chose de normal, en fait, c'est vraiment à la marge. Il y a très très peu de gens que je connais qui ont ces 4 attributs-là. Alors vous êtes parti donc sur un navire, on peut dire. Comment ça s'est passé? Vous êtes parti dans cette association. Le directeur de cette association vous fait la préface. Ouais, Paul fondateur Watson. de Sea Shepherd, Paul Watson. Ouais. Sea Shepherd, ça veut dire la mer. Les bergers de la mer, ouais. Shepherd, les bergers de la mer. Ouais. Vous pouvez nous parler un peu de cette association? Ouais, en fait, c'est une association. Le Paul Watson qui a créé cette association avait auparavant créé Greenpeace. Et il s'est fait virer du board de Greenpeace parce que il avait une méthode d'activisme qui était trop agressive toujours dans la non-violence, mais qui était trop directe. Et donc du coup, il a monté Sea Shepherd, qui est une association d'action directe. Donc nous, on va pas protester, on va s'interposer en fait. On va se mettre directement entre les braconniers et les poissons. Et comment vous faites alors? C'est-à-dire que moi, du coup, j'étais pendant 6 mois la première fois en mer de Cortez, et on travaillait avec la Navy mexicaine, justement pour aller récupérer tous les filets de braconniers avant qu'ils soient pêchés, et donc de libérer tous les animaux qu'il y avait dedans. Il y en avait beaucoup. Ouais, j'ai vu plus de baleines mortes que de baleines vivantes en fait dans ma vie, donc c'est un peu le problème. Et donc j'ai des référentiels qui sont pas forcément les mêmes que le tout à chacun sur ce genre de problématiques vis-à-vis des océans. Quand on tire un filet de l'eau et qu'il y a une trentaine de dauphins morts dedans, on commence à réfléchir d'autrement par rapport au braconnage. Oui, parce que c'est pas des petits filets, ils mettent ça entre 2 bateaux, c'est ça? Non, en fait, c'est des filets qui restent en mer pendant longtemps. C'est ce qu'on appelle des filets, des filets, soit dérivants, soit des filets oubliés. Et ils ont 2 ancres dans l'eau et ils sont invisibles. Et donc du coup, ça pose tout un tas de problèmes pour essayer de les retrouver.
braconniers savent par des coordonnées GPS où ils ont posé leur filet, mais les associations et tout ça qui essaient de les récupérer ne le savent pas. Donc il y a pas mal de problématiques pour récupérer ce genre de filets. Comment vous faites pour les récupérer? On tire un gros crochet lesté derrière le bateau et quand il accroche quelque chose, il remonte à la surface et on sait qu'il y a un filet, quoi. Et donc avec cette méthode qui est complètement, c'est typiquement essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Avec ça, en 4 mois, parce il y avait 2 mois au port et en 4 mois on a retiré 155 filets de l'eau. Donc c'est vous dire juste sur une surface qui fait la taille d'un département français à peu près. Donc on estime que dans cette zone-là, le nord de la mer de Cortez, il y a à peu près 10 000 filets dans l'eau. Et Sea Shepherd a participé depuis le début de ces opérations-là, on retirait plus de 500-600 maintenant. Mais il reste encore énormément de travail et justement les problématiques vis-à-vis des poissons, des poissons et des mammifères marins qu'on essayait de sauver sont toujours assez vivaces et c'est des populations qui sont en crash d'espèces en fait. Oui. Vous expliquez dans votre livre que c'est aussi à cause du bruit que les baleines ne peuvent pas se... C'est vous qui dites que les baleines ne peuvent pas se reproduire parce qu'elles ne peuvent pas entendre le chant des autres. Exactement, en fait, ça c'est une autre problématique au niveau des océans, c'est que le fret maritime et notamment les énormes cargos font un bruit énorme, un bruit sous-marin énorme. Et ça en fait c'est la plupart du temps sur les mêmes fréquences d'ondes de son que les baleines, que les sons que font les baleines. Et donc du coup ça amène tout un tas de problèmes dans le sens où les baleines en fait se retrouvent dans l'océan grâce au son et donc du coup vont permettre de s'accoupler grâce à, en fait il faut se retrouver avant de pouvoir s'accoupler et c'est de plus en plus compliqué pour les baleines donc elles se retrouvent de moins en moins et donc du coup elles s'accouplent de moins en moins donc il y a de moins en moins de c'est un cercle vicieux donc il y a de moins en moins d'enfants de baleineaux et voilà. Paul Watson, vous l'avez rencontré? Ouais, je l'ai rencontré sur le bateau. Qui a un certain âge, non? Il a 66 ans. Oui. Ouais. Le bateau est. Le bateau. Le livre, pardon, il est un peu transgénérationnel parce qu'il y a Paul Watson, du coup, qui a 66 ans. Il y a Pablo Servigne qui m'a fait le plaisir de faire la postface et qui a 39 ans et du coup il y a toute entre guillemets la nouvelle génération, je sais pas, mais entre mon illustrateur qui a 21 ans et moi qui en ai 24 quoi. Donc c'est un peu un bouquin transgénérationnel. Alors que Paul Watson, comment ça se fait qu'on a réussi à lui piquer Greenpeace? Parce que s'il était le fondateur, ça doit pas être si facile que ça. Il était un des fondateurs. Un des fondateurs. Voilà. C'était le numéro 7 de Greenpeace. À la fondation. D'accord. Et à combien de bateaux? Alors il a combien de bateaux à peu près? Aujourd'hui, Sea Shepherd, c'est 13 bateaux. C'est 13 bateaux qui sont partout dans le globe, quoi. Sur les mers du globe. Et ceux qui voudraient rejoindre, les jeunes qui nous écouteraient ou les moins jeunes? Qui voudraient rejoindre, ils ont juste à envoyer leur dossier de candidature sur le site de Sea Shepherd. Voilà. C'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait sur le site de Sea Shepherd USA et puis je suis parti avec eux. Alors ils prennent même des gens qui travaillent dans les banques? Ouais, à l'époque, je venais juste de quitter la banque et j'avais besoin de trouver une quête de sens. Et en fait, le déclic, c'est quand je me suis rendu compte que le système financier, il était complètement hors sol. Donc on va créer de la monnaie ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien du tout. Et cette monnaie-là, en fait, elle n'est pas du tout basée sur du capital naturel ni du capital humain. Elle est simplement basée sur du capital financier. Donc le capital financier, je viens d'expliquer qu'il est basé sur rien. Et toute notre économie est basée sur quelque chose qui est reposé sur rien. À un moment donné, je me suis dit, mais comment est-ce que ça peut tenir à long terme ce truc? Surtout qu'on est dans une course à la croissance et à la croissance économique. Le problème, c'est que la croissance économique, elle a des applications bien réelles puisqu'elle consomme des ressources. Et la consommation de ressources, avec une croissance de 3%, on double notre consommation de ressources tous les 23 ans, par exemple, à 3% de conso. La Chine, qui avait à un moment donné une croissance à 2 chiffres, à 10%, on double notre consommation d'énergie et de tout un tas de ressources en 10 ans. Donc, depuis que je suis né, on a doublé minimum notre consommation d'énergie et de métaux et de toutes les ressources planétaires. Et on est plus nombreux aussi, depuis que vous êtes nés. On est de plus en plus nombreux, ouais. Enfin, au début du siècle... en 2000 non, au début du siècle dernier, du coup, en 1900, il y avait 1 milliard, 1,2 milliard de personnes. Au début de la Première Guerre mondiale, il y avait 1,4 milliard de personnes sur Terre. Aujourd'hui, on est 7,6 milliards.
Voilà, ce genre, en 100 ans. C'est une courbe exponentielle. Aujourd'hui, tous les jours, on rajoute 246 000 personnes sur Terre. Nouvelle. La balance de décès et de naissance est positive de 246 000 personnes. Voilà. Donc quand on parle, c'est justement une des limites que je donne quand on dit on va transformer nos énergies actuelles vers de l'éolien, vers du photovoltaïque et vers tout ça. La question c'est vers qui ça va aller ça. C'est-à-dire que est-ce que ça va remplacer le parc de production d'énergie actuel ou ça va juste donner de l'énergie pour les nouveaux arrivants? Alors nous vivons la 6e extinction de masse. Oui. Il y a un taux d'extinction des animaux aujourd'hui, enfin des espèces qui est supérieur au taux à l'époque lors de l'extinction des dinosaures. Voilà, il est 1000 fois supérieur à la normale. Et pourtant, on nous dit aussi que on découvre sans arrêt de nouvelles faunes et de nouveaux animaux. Oui, mais c'est pas des espèces endémiques en fait. À chaque fois, c'est des petites espèces où il y a une cinquantaine d'individus, une centaine d'individus. Par exemple, les vaquitas pour lesquels moi je me suis battu en mer de Cortez, quand je suis monté sur le bateau, il en restait 63 spécimens. C'est des poissons. Ouais, c'est des mammifères marins. Ouais. C'est la taille d'un petit dauphin. Et le vaquita, il en restait 63 spécimens. Aujourd'hui, il en reste 11. 11 de toute l'espèce. Donc voilà, on va découvrir des nouvelles espèces. La plupart des nouvelles espèces qu'on rencontre d'ailleurs sont des espèces maritimes. À chaque fois, c'est dans les fonds marins qu'on découvre énormément de nouvelles espèces. Mais d'une part, à chaque fois, il faut juste se rendre compte aussi que c'est pas des espèces qui sont endémiques à chaque fois, quoi. Et à chaque fois, c'est des petites espèces de très petite taille aussi. Alors le 6e continent, vous l'avez rencontré? Pas personnellement, j'y suis pas allé. C'est le 7e continent du coup. 7e. Ouais, 7e. J'y suis pas allé personnellement puisqu'il est dans le Pacifique. Enfin, une des grosses masses de plastique se trouve dans le Pacifique. Il y en a une en Atlantique Nord. Dans tous les gyres marins. Un gyre, c'est un courant circulaire maritime qui en fait va emmener tout ce plastique dans la zone, dans l'œil du cyclone en fait de ce courant maritime circulaire. Et là-dedans, il va y avoir toutes les accumulations de plastique. Moi, j'y suis pas passé personnellement. Par contre, régulièrement en mer, en fait, on trouve des objets dérivants, des OVNI, un objet flottant non identifié. Et c'est quoi? C'est une plaque de polystyrène qu'on va retrouver. C'est je sais pas, c'est un gros sachet plastique, c'est un pack de bière, c'est des choses comme ça, quoi. Enfin, un pack de bière vide, voilà, où c'est une bouteille de plastique qu'on va trouver qui flotte et voilà, on va la récupérer et tout. Ou sinon c'est des filets dérivants en fait qui sont détachés de leurs ancres et qui vont flotter. Et à ce moment-là, l'idée c'est d'aller le récupérer, quoi. D'accord. À quel moment vous vous êtes rendu compte, vous qui avez 24 ans, vous êtes né en quelle année? 93. Vous vous rappelez du passage à l'an 2000? Vous aviez 7 ans. Ouais. Plus ou moins. Plus ou moins, oui. Vous étiez encore optimiste, à 7 ans, vous saviez déjà ce qui se passe maintenant ou pas? Alors, ouais, il y a ce qu'on appelle l'échelle de Shefurka. C'est un sociologue qui a étudié un petit peu les étapes de prise de conscience sur l'effondrement. Et l'étape 1, c'est quand on est complètement endormi, tout va bien, le capitalisme c'est génial, voilà. Et moi j'étais dans cette étape 1 jusqu'à mes 21-22 ans. Hein. Ah ouais? Ouais, voilà, vraiment complet. Enfin non, pas 20 ans. À 20 ans, j'étais complet dans ce système, tout va bien, y a pas de 2013. problème. Voilà. Et seulement à partir de là, j'ai commencé à passer l'étape 2, c'est-à-dire il y a un problème. Et au début, c'était un problème, pour moi c'était la viande. La viande, ça pollue énormément, ça pollue du méthane, ça consomme des terres agricoles, ça consomme tout ça. Et puis la souffrance animale. Et puis évidemment le gros problème éthique de la souffrance animale. Donc du coup je suis devenu un militant de la cause animale, ce que je suis toujours d'ailleurs, hein, et j'ai commencé à vraiment faire des actions là-dessus. On a bloqué des abattoirs avec différentes associations, voilà. Et donc ça c'était étape 1, il y a un gros problème qui, s'il est résolu, résoudra tous les autres. Et c'est ce que je pensais, c'est-à-dire que si on arrête tous ensemble la viande, et du coup ça nous laissera énormément de temps pour faire le reste. Ce qui est vrai en soi, mais ce qui est pas. Et ensuite, l'étape 2, c'est que je vais commencer à comprendre qu'il y avait plusieurs problèmes différents
qui sont la déforestation d'une part, je sais pas, l'accumulation de terres agricoles, la destruction des sols, le pétrole, l'énergie, enfin, donc tout ça mis imbriqué. Enfin, il y a différentes problématiques, mais pas reliées les unes aux autres. C'est l'étape 2. L'étape 3, c'est quand on commence à se rendre compte qu'il y a des liens entre tout ça. Et la dernière étape 4, c'est le fait que en fait, ces problématiques reliées tous ensemble considèrent tous les aspects de la vie. Prennent ensemble tous les aspects de la vie, et c'est-à-dire que ça arrive jusqu'à nos rapports sociétaux en fait. Et c'est là que vous vous êtes dit, bon, ça ne sert à rien de continuer à travailler dans la banque. C'est strictement j'ai aucune peut-être solution. autre chose à faire de mieux, puisque je ne vais pas vivre vieux autant que je vis heureux. Exactement. Et c'est justement ce genre de quête du bonheur derrière ça. Enfin voilà, qu'on essaye de trouver. En fait, on est à chaque fois beaucoup plus heureux quand on est en accord avec ses principes. Et c'est pour ça que du coup, je suis devenu. J'essaye de mettre ma vie actuelle en accord avec ce genre de principe. Dans votre livre, vous parlez des océans, de la biodiversité terrestre et de notre système agricole. Ça, quand on voit à Notre-Dame-les-Landes, comment on les laisse pas faire ce qu'ils veulent. Sur le fait de virer à Notre-Dame-des-Landes, moi j'y étais régulièrement, j'ai fait mes études à Angers. Et sur les dernières années, j'y suis allé régulièrement. Enfin, il y avait le Festisade qui était le meilleur festival que j'ai jamais fait. Et j'ai aidé dans différents petits endroits, à la Wardine notamment et à la ferme des Sans-Noms. D'ailleurs, c'est une chose qui m'a énervé de manière considérable quand ils ont commencé à détruire la ferme des Sans-Noms. D'ailleurs, ils ont abattu différentes zones sous laquelle il y avait encore des animaux. Oui, les animaux sont promenés dans la complètement apeurés. Il y a d'autres témoignages où il y a un CRS qui abat de sang-froid une petite chèvre juste pour faire péter quelqu'un, juste pour faire péter de rage quelqu'un. Bref, c'est le genre de témoignage où il n'y a pas. Oui, vraiment entre ce qui est fait, il y a aucune cohérence en France sur l'écologie. Ouais. Un champ qui s'est fait bourrer de lacrymogène, on n'y plantera plus des carottes. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que le champ il est un peu défoncé pendant 5, 6, 10 ans quoi. Et c'est compliqué après de revenir et de recréer de la biodiversité dans quelque chose qui s'est pris de la lacrymo quoi. Deuxième partie de cette émission, nous continuons, c'est au-delà du miroir. Pourquoi tout va s'effondrer avec Julien Votnitza. Voilà, donc ça c'est pour Notre-Dame-des-Landes. L'énergie, vous parlez pas trop du nucléaire dans votre livre. Non, je parle pas trop du nucléaire. En fait, l'idée du bouquin c'était que ce soit quelque chose de vraiment court. En fait, donc sur chaque passage j'ai trois pages. Ouais. Et donc du coup je suis resté vraiment dans ce qui pour moi me paraissait le plus important. Et en fait le nucléaire, quand on le regarde à l'échelle mondiale, c'est 3% de l'énergie. Donc du coup, voilà, j'ai préféré me concentrer sur 92% de l'énergie que sont le gaz, le pétrole et le charbon. Pour la France, c'est quand même. Pour la France, c'est différent. Pour la France, la France, c'est différent. Mais la France, donc c'est 26% de l'énergie française, c'est 76% du mix électrique française et 26% du mix énergétique français. Et c'est bien de le dire, c'est-à-dire que si on arrêtait les centrales, ça retirerait que 26%. De l'énergie française, ouais, mais 76% de l'électricité. Et donc du coup moi je suis parti d'un principe qui était celui du carbone en fait. Et le gaz, le pétrole et le charbon produisent du CO2. Le nucléaire n'en produit pas, mais il a tout un tas d'autres désagréments. Les déchets, ne serait-ce que des déchets. Et la question au niveau des centrales nucléaires, c'est à quel moment, en cas d'effondrement, en cas d'effondrement sociétal, puisque c'est il y a différentes étapes dans l'effondrement, mais une centrale nucléaire, en fait, pour l'éteindre, elle a besoin de pétrole. Et elle a besoin d'énergie. Elle a besoin d'énergie pour l'éteindre. Ça dure à peu près 2-3 mois même plus que ça pour l'éteindre complètement, cette centrale nucléaire. C'est un processus sur 6 mois, mais il y a besoin de grande énergie pendant les 3 premiers. Sauf que les réserves de pétrole de chaque centrale nucléaire sont de 2 semaines. Ça c'est dans les réglementations françaises. C'est-à-dire que si c'est chaud. Si elle refroidit pas, elle pète. Voilà. Après elle pètera pas directement. Il y a des Tchernobyl c'était un ancien modèle de centrale, donc les nouveaux modèles de centrales sont un peu plus sécurisés quand même, mais de toute manière, on a de très vieilles centrales en France. On a de très vieilles centrales, mais elles sont quand même pas montées sur le même principe que Tchernobyl. Là, on a des centrales à crayon, c'est différent. Et Fukushima. Fukushima, c'était encore. Mais c'était pas vieux. C'était pas vieux, exactement.
Donc la question c'est, dans un cas d'effondrement, comment est-ce qu'on éteint les centrales? Et Comment on les refroidit? comment est-ce qu'on les éteint tout court déjà? Parce que comment est-ce qu'on va les refroidir et les éteindre derrière, en sachant que c'est déjà extrêmement consommateur d'eau. Si on commence à avoir de moins en moins d'eau aussi, c'est déjà le cas dans le sud de la France et dans tout le bassin méditerranéen qui commence à s'assécher. Comment est-ce à un moment donné, si on doit avoir des questions de rationner les populations en eau ou refroidir les centrales, je sais pas à quel moment on va commencer à dire voilà, on va préférer donner de l'eau ou on va préférer donner de l'électricité. C'est pour ça que Nicolas Hulot veut démissionner très bientôt à cause du c'était problème du C'était une des questions, c'était justement une des questions qui fait l'actualité là aujourd'hui. On a Edouard Philippe qui est très pro-nucléaire. Oui, mais c'est un ancien. C'est un ancien de chez Areva. Voilà, donc ce qui laisse. Bon, alors ça c'est pour les énergies, les ressources en métaux. Ouais, en fait, ouais, c'est justement ça. Ça c'est quelque chose, ça fait un des moments qui m'a fait un peu vriller sur l'effondrement, où je me suis dit, ouais, il y a aucune solution. C'est-à-dire que les solutions qu'on nous donne tout le temps sont du type, oui, mais regarde, on va bientôt arrêter le gaz, le pétrole, le charbon, le nucléaire, tout ça, parce qu'on a des énergies vertes qui viennent. On a les éoliennes, on a les fameux panneaux solaires, on a tout ça. Et en fait, en se penchant un petit peu plus sur la question, on se rend compte que d'une part, c'est des énergies de flux déjà, c'est-à-dire que c'est des énergies qui, si on tourne que à l'éolienne, il n'y a pas eu de vent, le train il démarre pas. Il n'y a pas eu de soleil et on tourne au photovoltaïque, le train démarre quand même pas. Pour reprendre l'exemple de la SNCF actuellement, bref. Pour ça, surtout, ça demande la création de panneaux solaires et la création d'éoliennes, de géothermique et de tout ça demande énormément de métaux rares. Par exemple, pour polariser. Voilà, qui sont principalement 95% sont en Chine déjà. Et en Corée du Nord, la Corée du Nord en aurait. Après, ça c'est de la géopolitique. Ils disent ce qu'ils veulent en fait. Il y a personne qui est encore vraiment allé vérifier. Mais la Corée du Nord aurait au moins la moitié des réserves de métaux rares mondiaux. Mais ça pourrait expliquer tout un tas de regains de tension qu'il y a actuellement au niveau de la Corée du Nord. Déjà. Ce serait c'est tout à fait plausible puisqu'en fait ça se retrouve sur la même plaque géologique que les mines actuelles de métaux rares en Chine. Donc c'est parfaitement plausible qu'ils en aient en grande quantité, c'est tout à fait plausible aussi. Après c'est de la géopolitique. Donc là-dessus c'est un peu un jeu de dupes qu'on a tout le temps. Au niveau du pétrole, c'est la même chose. On est sur un jeu de dupes aussi avec des différents pays qui disent oui, j'en ai encore beaucoup, voilà. Oui, par exemple, oui. Il y a des quotas d'extraction de pétrole. Enfin, c'est pas des quotas, mais on a le droit d'extraire du pétrole seulement par rapport aux réserves qu'on a déclarées, aux ressources qu'on a déclarées. Et donc, plus on déclare de ressources, plus on a le droit d'extraire à l'instant T. Et il y a la plupart des experts pétroliers qui disent simplement que, en fait, les ressources déclarées sont complètement fausses. Alors, on a le gaz de schiste. Ouais, le gaz de schiste a un taux de retour énergétique qui est complètement nul, que le taux de retour énergétique de cette énergie-là, du gaz de schiste, le taux de retour énergétique, pour expliquer aux auditeurs, c'est la quantité d'énergie qu'on va devoir investir pour récupérer de l'énergie. Et en sachant que un taux de retour énergétique de 1 pour 1, ça correspond à on va investir 1 pour récupérer 1, ce qui n'a aucun intérêt. Et par exemple pour le pétrole, dans les années 1920, on investissait 1 baril de pétrole et on récupérait 100 barils, ce qui est énorme. Là actuellement au niveau du pétrole, on est sur du 1 pour 12, du 1 pour 15 en fonction des zones. 1 pour 4 aux États-Unis. Donc ils ont un taux de retour énergétique qui est vraiment baissé à peau de chagrin. Et pour le gaz de schiste, c'est 1,6. Donc on investit 1, on récupère 1,6. C'est complètement nul à chier. Oui, et donc il y a des quantités. Et voilà, donc ça c'est juste d'un point de vue énergétique. Après, il y a des points de vue environnementaux où ça demande des quantités d'eau monstrueuses, ça fracture le sol, il y a des émissions de gaz dans plein d'autres endroits, ça pollue les nappes phréatiques parce que du coup le gaz vient polluer les nappes phréatiques qui deviennent... Voilà, donc c'est tout un tas de trucs et en même temps c'est même pas énergétiquement valable, donc arrêtez vos conneries les gars. L'élévation de la température moyenne du globe, ouais. On y pense mais on veut pas y croire. Ouais, ça c'est un des trucs qui me fait vraiment le plus flipper. C'est que c'est une courbe qui est, quand on la regarde, qui est une ligne droite vers le haut, en termes d'augmentation. Là déjà on a augmenté la température de la planète par rapport à 1850 de 1,25 degrés.
Et on voit des répercussions déjà énormes aujourd'hui avec la calotte glaciaire qui fond. Enfin, je veux dire, il y a eu des feux de forêt au Groenland l'année dernière. Enfin, je veux dire, on est où là? Et le truc, ça s'est jamais passé. Donc on a déjà des répercussions énormes aujourd'hui avec une augmentation de la température de 1,25 degrés. Le problème, c'est que la planète, elle a une inertie thermique énorme, et donc du coup, que cette inertie-là va faire que même si on arrête demain de polluer, on va passer les 2 degrés. On va les passer dans longtemps, mais on va passer les 2 degrés. Et le problème, c'est qu'on n'arrête pas du tout de polluer aujourd'hui. Donc même l'objectif ultime de la COP21, c'est-à-dire que si tous les pays appliquaient ce qu'ils ont dit à la COP21, donc c'était déjà il y a 2 ans, il y a encore rien qui a été fait par rapport à il y a 2 ans, même 3 là, 2 et demi. Donc il y a rien qui est fait, donc on est complètement hors des clous de ça. Prêt à une augmentation de 3,5 degrés de la température, ce qui correspond à 3 degrés et demi de hausse de température, c'est les glaciers du Tibet qui fondent. Donc ça veut dire que le Gange, il est à sec pendant 3 à 4 mois de l'année. Et si le Gange, il y a 1,5 milliard de personnes qui vivent le long du Gange. Enfin, c'est juste, c'est des bassins de population tellement densément peuplés que ça va faire des migrations de masse énormes. Enfin, rien que sur la toute petite problématique du glacier du Tibet. Après, s'il y a une augmentation du niveau des océans, moi j'étais à Miami là dernièrement, et justement avec Sea Shepherd, il y a plein de routes à Miami où il y a du sel partout, parce que l'eau monte, et quand il y a des grosses vagues et tout, ça arrive dans différentes rues, et il y a du coup du sel sur le goudron, quoi. Et donc 3,5 degrés de température, ça équivaut au fait que Miami et New York se retrouvent sous les eaux en 2050-2060, quoi. C'est un truc, c'est pas dans si longtemps que ça. Et voilà. Au niveau des températures, parce que c'est vraiment un gros sujet, un des points qui m'intéresse, qui m'a vraiment fait vriller aussi, c'est quand il y a eu des modèles prospectifs de combien de personnes peuvent survivre à tant d'augmentation. Et à 3 degrés et demi, donc ça c'est dans le scénario le plus optimiste encore possible, enfin un scénario dans lequel on n'est pas du tout. Il resterait en 2100 1,5 milliard de personnes sur Terre. Donc on diviserait notre population par 5 en 80 ans. Et ce seraient les plus riches forcément qui vivraient. Je sais pas si ce serait ouais, ce serait surtout les pays du Nord déjà, parce que ce serait ceux qui arriveraient le mieux à s'en tirer. Mais donc ça correspond aux plus riches. C'est pas vraiment ce que j'ai entendu. Parce que si les Gulf Stream changent, on aura en France l'équivalent du Canada comme température. Exactement. Donc ouais, il y a un basculement. Ouais, en fait c'est tellement complexe comme truc, c'est-à-dire que si les glaciers au nord fondent, donc une augmentation de la température, ça ferait refroidir le Gulf Stream, ce qui arrêterait de donner le climat continental, le climat tempéré qu'on a en Europe. Et encore, il y a plein de scientifiques qui se demandent vraiment l'impact du Gulf Stream sur notre climat. Enfin, c'est un sujet extrêmement complexe, et donc du coup, il y a personne qui arrive vraiment à dire où est-ce que ça va aller mieux et où est-ce que ça va pas aller. Mais au niveau des capacités de la Terre à nous donner de la nourriture, les modèles sont assez, arrivent à une certaine, pas exactitude, mais à être pas mal dans les clous, quoi. Le système financier, la population augmente, on l'a vu. Les blocages dus aux populations, parce que les populations, elles veulent pas en entendre parler. Et puis au niveau politique, celui qui nous dirait de faire les choses comme il faut, personne ne les lira. C'est ça que vous avez marqué dans votre livre. Exactement. Il y a 2 points. C'est l'aspect des populations, c'est-à-dire le manque de coordination des gens. Chacun fait sa petite chose. Voilà, chacun fait sa petite chose, mais c'est pas coordonné. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va trier ses déchets, l'autre qui va devenir végane, l'autre à côté qui va arrêter de prendre l'avion, certes. Mais en fait, si la personne qui est végane et elle n'a pas envie de trier ses déchets et de pas prendre l'avion, elle va avoir un impact écologique, certes meilleur que quelqu'un qui ferait rien, mais pas non plus le meilleur. Et quelqu'un qui va trier ne sera pas forcément végane et prendra peut-être l'avion. Et quelqu'un vous avez compris qu'en gros les actions se noient dans la masse. Et ça, on peut se coordonner à l'échelle de la famille, à l'échelle de la bande d'amis, mais on se coordonnera jamais jamais à l'échelle de manière autogérée, à l'échelle d'un pays ou du monde déjà. Et l'autre point, d'un point de vue plus politique, politicienne, c'est-à-dire que
dans les démocraties, avec tous les guillemets que je peux mettre autour de démocratie, parce que bon, ce sera aussi un autre débat sur le fait qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas. Dans les démocraties. Ouais, ou dans une monarchie présidentielle, bref. Voilà, c'est pas le débat du jour, mais en tout cas, il se trouve que on vote une fois tous les 5 ans sur des programmes ou des gens qui nous promettent des choses. Et si une personne commence à nous dire la vérité, c'est-à-dire qu'on va avoir de moins en moins de pétrole, on va rationner l'énergie qu'on a, on va arrêter de manger de la viande, on va arrêter tout ça, faut rouler à vélo, voilà, enfin tout ce genre de choses là, il n'a aucune chance d'être élu, en fait. Donc c'est pour moi il y a un verrou politique et il y a un verrou de coordination des gens, voilà. Et en sachant que je pense que si jamais le changement devait venir, il viendrait que de la politique. Ce serait un des seuls verrous c'est les seuls de manière qui peuvent coordonner les gens de par la loi, en fait, et ça passerait malheureusement par du rationnement. Alors, il suffirait que 3,5% de la population désobéisse civilement pour renverser un gouvernement oppresseur. Désobéissance civile. Exactement. En fait, c'est une chercheuse, je sais plus de quelle université, je l'ai écrit dans le livre, j'ai oublié là comme ça, qui s'appelle Anna Chenoveis, qui a défini à peu près à partir de quand une population peut changer. En fait, on n'a pas besoin de 50% de la population pour la faire changer. Et elle se repose sur tout un tas d'exemples où, par exemple, c'est toujours les plus intransigeants qui gagnent derrière ça. Et c'est ceux qui ont envie, c'est les plus tous ceux qui ont envie de déclencher un changement, et ils n'ont pas besoin d'être une majorité, mais une minorité tellement agissante que le reste de la population va suivre, en fait. Voilà. C'est ce qui s'est passé pour tous les mouvements sociaux, en fait. Par exemple, ne serait-ce que par exemple pour les suffragettes, pour le droit de vote des femmes, il n'y avait pas 50% des femmes qui étaient militantes, activistes, radicales. Il y avait 4% des femmes qui l'ont fait, et ça a permis justement de faire toute cette transition et de permettre justement à ce que le reste de la population, en voyant ces 4%, 5% là qui étaient ultra activistes, qui se sont dit ouais, mais en fait elles ont raison. Et si on a et en fait Anna Chenoveis, elle pose le truc, elle pose le curseur à 3,5% de la population. À partir du moment où il y a 3,5% de la population qui est intransigeant, activiste, militant et qui arrête du coup de se soumettre à n'importe quel dictat, en fait, en fait il est possible de faire changer l'opinion. Et c'est ce qui est en train de se passer, je pense, d'un point de vue végétarisme, véganisme, où on gagne de plus en plus de gens qui deviennent de plus en plus intransigeants vis-à-vis du végétalisme, sur le fait d'arrêter de tuer les animaux, parce qu'on est en train de se rendre compte que c'est de plus en plus horrible. Il y a de plus en plus de vidéos d'abattoirs. Moi, je suis rentré dans plein d'abattoirs, c'est tous les mêmes, que ce soit, je suis rentré dans un abattoir Charal ou les abattoirs de Loué, ça exactement pareil que le petit abattoir bio local de chez nous. Enfin, c'est exactement pareil. Il y a des abattoirs bio. Ouais, il y a des abattoirs bio, mais il n'y a pas de couteau bio. En fait, ils coupent la gorge pareil. Un couteau bio qu'un couteau pas bio, en fait. Donc voilà. Et je pense que là, on est en train il y a certains pays qui gagnent de plus en plus de cette population végétalienne, et qui deviennent de plus en plus intransigeants. Et je pense que la transition de ce côté-là, pour arriver à un arrêt peut-être, dans quelques années, j'espère le plus tôt possible, pourra se faire. Ouais. Alors c'est pas un livre pour les survivals pour les survivalistes. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez des survivalistes qui se préparent En fait, il y a plein de façons, en fait, d'interpréter ces faisceaux d'indices là. Et il y en a qui vont se retrouver et qui vont du coup rester soit dans des petites communautés, soit tout seuls, et se dire il faut que je sois le plus autonome possible, il faut que j'ai mes 3 panneaux solaires sur le toit, histoire d'avoir le minimum d'énergie, il faut que j'ai un puits avec de l'eau, il faut que j'ai de la manière de potabiliser cette eau là, et un potager pour avoir de la nourriture et du bois pour me chauffer. Il faut de l'eau et du feu. Voilà, certes. Et surtout des armes pour me défendre. Voilà, parce que les autres vont venir tout me prendre. Ça, c'est une façon de voir. Et en fait, du coup, il y en a qui sont sur cette idée-là. Et il y en a d'autres qui vont essayer de plus se dire, il faut développer l'entraide,
parce que il faut développer la bienveillance et de trouver des localités, trouver dans son petit village. Moi j'habite dans mon petit village et je vais essayer avec ce bouquin-là d'y créer. C'est dans quelle région? Alors en Moselle, le village s'appelle Tantelin. C'est marrant. Ouais, je vais essayer de mettre en place une petite entraide locale entre les habitants. Il y a déjà du lien, il y a déjà beaucoup de liens sociaux dans mon village. Il y a de la fête du village tous les ans. Enfin, c'est déjà un village qui est très 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 vivant, animé, où les gens se connaissent. Et je me dis que dans cette notion-là, si on arrive à y installer un maraîcher par exemple, si on arrive à y installer un petit marché local, et qu'on arrive à préserver la forêt la forêt qui nous donne du bois, on a déjà deux fontaines dans le village. Donc si on a un système de potabilisation d'eau, si on a juste quelques petites choses mises en place sur un village, et tout en arrivant à préserver ce lien social, à mon avis on arrivera de plus en plus à avoir, en cas d'effondrement, si on prévoit l'entraide avant, je pense qu'on peut la garder après. Dernière partie sur IDFM Radio Anguin, sur ce livre aux éditions Les liens qui libèrent de Julien Voznitza. Pourquoi tout va s'effondrer? On va peut-être trouver une solution ou voir si on peut pas faire autrement. Bien qu'ayant peu d'espoir de voir changer nos politiques, je vous propose cette section afin de vous donner des idées pour engager une transition, non pas dans le but d'éviter l'effondrement car il est déjà trop tard, mais dans celui de limiter la hauteur de la chute. C'est comme l'histoire du mec qui se jette par la fenêtre du 23e étage et qui dit arrivé au 2e étage, pour l'instant tout va bien. C'est plus, on est dans un immeuble en feu et on est justement dans un immeuble de 23 étages en feu, et moi je préférais sauter du 2e étage, puisqu'on y est actuellement au 2e étage ou au 3e, que de sauter du 23e quoi. Donc oui, là actuellement on sait qu'on peut plus ressortir par la porte d'entrée quoi. On sait que de toute façon on va se faire mal à l'atterrissage, mais on peut se faire mal ou on peut juste totalement tous mourir. Donc c'est le truc. Et on peut annihiler l'espèce humaine. Enfin là c'est la première fois où on arrive à une possibilité d'annihilation de notre espèce et de quasiment toutes les autres espèces. Alors les solutions: instauration d'un salaire à vie selon la théorie de Bernard Friot. C'est aussi rendre les gens un peu dépendants, c'est-à-dire les gens dépendants d'un État. Donc c'est à contre. Ouais, mais en fait, il faut que les gens puissent arrêter de produire et puissent arrêter de consommer. Sauf que, arrêter de consommer des produits qu'on n'a pas besoin, mais qui sont nécessaires à la croissance en fait. C'est pour ça qu'on on va nous donner tout le temps à racheter du gadget, à racheter les fringues tiennent plus aussi longtemps qu'à l'époque parce qu'il faut le racheter. Il y a de l'obsolescence programmée, il faut toujours racheter pour faire fonctionner la croissance. Et il faut que les gens arrêtent de produire aussi, parce que en arrêtant de produire, c'est comme ça qu'on arrête de consommer toutes les ressources qui sont nécessaires à cette production. Sauf que actuellement, la seule façon d'avoir de l'argent et de manger à la fin du mois, ou de payer son loyer et tout ça, c'est de travailler. L'idée, c'est justement de permettre aux gens d'arrêter de travailler. Et donc c'est ça l'instauration d'un salaire à vie ou l'instauration d'un revenu de base. Mais je suis beaucoup plus proche de l'histoire de l'idée de Bernard Friot, qui serait à adapter dans des impératifs de décroissance. Mais je suis plus proche de son avis à lui sur ces questions-là, pour la simple et bonne raison que du coup ça me permettrait justement aux gens d'arrêter de produire tout en... Par exemple, une personne qui est éviscérateur dans un abattoir. Voilà. On va lui dire très simplement, on arrête de tuer les animaux. Il va perdre son emploi. Ouais, et c'est justement un des gros problèmes. C'est-à-dire que si on dit à un pêcheur aujourd'hui, tu dois arrêter de pêcher,
il va dire ouais d'accord, mais c'est pas toi qui paye le crédit de ma maison, c'est la même chose c'est pour pas les toi, nucléaires, c'est la même chose c'est pour exactement. Donc il y a toujours ce chantage à l'emploi, et ce chantage à l'emploi là, il est sclérosant énormément. C'est la même chose avec Nicolas Hulot qui a accepté du coup de signer pour l'importation d'huile de palme pour faire du biodiesel à côté de Marseille là, parce qu'il y a 450 emplois en jeu. Donc il a signé ça parce qu'il y a 450 emplois en jeu. S'il n'y avait pas ces 450 emplois, il l'aurait refusé. Mais le truc, c'est que il y a toujours ce chantage à l'emploi. Si on arrive sur une sorte de revenu de base donné à tout le monde, ben il n'y a plus ce chantage à l'emploi qui est possible, puisque les gens auraient toujours de quoi vivre. C'était Coluche qui disait, les gens ils n'ont pas besoin d'un emploi, ils ont besoin d'argent. Enfin, ils ont besoin de moyens de survivre en fait. Alors, promulgation d'une loi qui donne le statut d'être sensible aux animaux, les poissons compris. Et arrêter de les tuer, ouais. Et donc, interdiction de les consommer, réduction drastique du méthane dans l'air, vous en avez parlé. Passage en 9 ans à une agriculture totalement biologique, permaculture, relocalisation de la production et de la consommation, c'est les fermeture des centrales à charbon et diminution de notre consommation correspondante. Moi, j'aurais aimé aussi qu'on ferme le nucléaire. Ouais, en fait, là-dedans, j'ai mis les solutions qui sont les plus, rapides de mettre en place aujourd'hui, tout de suite, en fait. Fermer le nucléaire, en fait, de manière parfaitement rationnelle, c'est pas jouable dans les 10 ans à venir, en fait. Voilà, donc on est obligé de. Voilà, moi, alors que les centrales à charbon, c'est quelque chose de jouable. Il faut juste diminuer notre. Alors, isolation des logements à grande échelle et rénovation des bâtiments publics. Ouais. Et ça demande des investissements qui sont. L'isolation, c'est encore avec des matériaux. C'est encore avec des matériaux, c'est avec des placos. Ouais, par exemple. Après, il y a d'autres choses qui sont. Il y a une plante qui est absolument géniale de ce sens-là, et il y a de plus en plus de personnes qui commencent à s'y intéresser, notamment des grands agriculteurs et tout ça. C'est le chanvre. En fait, avec la plantation de chanvre, on peut faire de l'huile alimentaire, on peut faire de la résine, donc on peut reproduire des carrosseries de voitures avec ça, ou faire fonctionner des imprimantes 3D, on peut produire du tissu. Des fringues ou des voiles de bateau avec des tissus très solides, et on fait un isolant génial. Et en plus, le chanvre, c'est de l'énorme nourriture pour les animaux, certes, mais c'est aussi une plante qui séquestre énormément de carbone. Mais on a un isolant génial, qui isole vraiment très très bien pour justement les maisons. Et donc du coup, ça c'est une vraie solution rapide de mettre en place, sur justement la conso pour réduire la consommation électrique, quoi, et énergétique des bâtiments. Évolution du parc automobile dans les zones urbaines et progressivement dans la ruralité vers des vélos mobiles, même électriques, vélos couchés et carénés, dérogation pour les personnes de plus de 60 ans et les handicapés qui pourront se déplacer dans des petites voitures de moins de 500 kg. Ouais. Alors, fermeture de tous les aéroports français, excepté dans les très grandes villes, et on gagnera sa destination finale par le train. Investissement massif dans le TGV. C'est pas exactement ce qui nous attend non plus, les rails et le TGV. Non, mais en fait, moi je donne des solutions là à la fin. Moi, ce qui est assez marrant avec ça, c'est que si un politique ouvre mon bouquin et le regarde et lit ses solutions à la fin, il le jette. Il se rend compte qu'il fait rien de tout ça. Non, il a le choix du déni, ou sinon il a le choix de peut-être de regarder les faits en face. Mais même j'ai fait un petit peu le jeu avec un ami l'autre jour de se dire voilà, qu'est-ce qui est faisable actuellement par le gouvernement, ou investissable dans un horizon 5 ans, qu'est-ce qui est jouable. Et sur les 20 trucs que je propose, il y en a 3-4 qui sont jouables. Et donc du coup, si un politique le prend en main et se dit voilà, je vais appliquer ça, je peux l'appliquer, ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas. Ah ouais, ça c'est peut-être je vais essayer de le faire, ça je peux pas, ça je peux pas. En fait, l'idée c'est soit on prend les 20 et on applique les 20, et je sais même pas si en appliquant ces 20 là on évitera pas un effondrement, mais on limitera la hauteur de chute du moins. La seule chose que je suis sûr, c'est que si on prend pas ces 20 là, on est dans une mouise totale. Voilà. Investissement dans le biocarburant à base d'algues. Ouais. Ça, des algues, on en a, même les vertes, on peut prendre les algues vertes et les bouts rouges. On peut rien faire. C'est pas les mêmes algues. On peut pas avec les bouts rouges faire quelque chose. Ouais, ce serait bien, ouais. Très bien, ça donnerait. Non, mais le problème, c'est que c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est que si jamais on utilisait des bouts rouges pour en refaire quelque chose, et ben du coup ça. Maintenant,
on arriverait à nous dire que ah bah tiens, du coup on a trouvé un marché pour les boues rouges, du coup ça va légitimer la production d'aluminium en amont. Alors que du coup il faudrait arrêter la production d'aluminium et juste consommer les boues rouges qui sont en trop. Mais donc du coup les producteurs d'aluminium actuellement ils se diraient ah bah on a trouvé un marché pour notre déchet, donc ça légitimerait la production d'alu pour pouvoir revendre ensuite les déchets voilà, ça serait, enfin voilà, on est dans un système c'est comme bon. Pollueur-payeur, c'est vraiment une cochonnerie parce que celui qui a les moyens, il pourra polluer. Le fait de faire payer les pollueurs, ça n'empêchait pas la pollution. Exactement. Alors, arrêt de toute importation de bois rares qui peuvent être remplacés par des essences de bois produites localement. Oui, par exemple, ça c'est une des... Ça c'est une horreur, ça, ce qui se passe. Il y a la mafia du bois qui est assez virulente. Hein. Ouais. Il y a beaucoup d'activistes, notamment d'activistes protecteurs des forêts qui sont assassinés notamment pour des essences de bois. Mise en œuvre d'une politique nationale de mise en disposition d'espaces dans les communes propices au développement des insectes. On a perdu 80% des insectes en 30 ans en Europe. On fait des petites maisons pour insectes maintenant. Ouais, voilà, mais ça c'est par exemple une des choses qui est facile de mettre en place, quoi. Enfin, ça c'est vraiment le genre de truc, on peut le mettre en place. Mais il faut libérer des petits espaces pour que les insectes se développent. Sauf que ça n'ira de pair, les insectes ne se développeront que si on arrête les pesticides. Et que si on leur laisse un espace vierge. Si on leur laisse des espaces... Même les oiseaux. Il n'y a plus d'espace vierge. Alors, modification du transport maritime pour le faire passer à la voile. Vous allez... ou alors on peut faire des galères, ou si on peut remettre des mecs dedans pour... Ouais. Je rigole. Compliqué. Non, mais justement, là je travaille sur un projet où du coup on est en train d'affréter un navire, un 3 mâts, 47 mètres de long, sur lequel on est en train de travailler sur justement des problématiques de dépollution des océans, du plastique, retirer des filets dérivants, emmener des scientifiques au long cours et faire un peu de transport de fret maritime, quoi. C'est l'idée de faire un peu du 4 en 1 enfin tout ce qui est possible de faire sur un voilier, de le faire en même temps. Par contre, ça demande, par exemple, ça c'est le genre de choses qui demandent des investissements conséquents. Si on veut faire passer, on n'arrivera jamais à faire passer tout le fret maritime actuel sur de la voile parce que c'est des quantités largement énormes et du coup ça serait de l'aléatoire. Par contre, du coup, si on acceptait maintenant d'arrêter d'avoir des consommations énormes de produits qui viennent de Chine et des quatre coins du monde. C'est le libre-échange. Ouais, je sais que c'est le libre-échange, mais si on arrive à transformer une partie de ce commerce qui est actuellement un gros cargo de 300 mètres de long, c'est 400 tonnes, donc 400 000 litres, enfin un peu plus de 400 000 litres de pétrole consommé par jour. Voilà. Donc ça relativise de plein de l'essence de sa petite voiture. Allez expliquer à la Chine qu'elle ne fasse plus d'exportation, allez expliquer aux États-Unis, regardez la politique mondiale. Oui, non, mais voilà, c'est exactement Trump, on est foutu. C'est tous les verrous que je donne, c'est pour ça que ça va s'effondrer. Moi, je dis, là, c'est pour ça on essaye de parler des solutions. Les solutions là, elles seront jamais mises en place. Il y a personne qui les mettra en place. Et donc du coup, c'est pour ça que ça va s'effondrer. Bon, alors limitation d'utilisation du ciment et du béton. Ouais. En fait, la production de ciment, en fait, donc c'est une réaction chimique qui dégage du CO2. Et la production de ciment sur Terre, elle produit autant que toutes les voitures sur Terre. En fait, si on arrête si on produisait nos maisons autrement, il faudrait qu'on arrête de consommer, en fait. Il faudrait qu'on se concentre de ce qu'on a. Le seul problème, c'est qu'on rajoute des gens sur Terre tous les jours, et donc du coup, ces gens-là, faut bien les nourrir, faut bien les loger, et tout ça, et donc du coup, ça force à faire des constructions. Et c'est une des données qui rentre jamais dans l'équation. Donc, là, ça fait 3 ans que j'essaie de réfléchir à des solutions. Genre, au final, il n'y en a pas. Alors, l'interdiction des microbilles en plastique dans les produits cosmétiques. Ça, c'est facile de mettre en place. Les pailles et les sachets plastiques. Ouais, ça, c'est facile de mettre en place. Les microbilles, c'est les poissons qui les mangent, c'est ça? Ouais, c'est confondu avec des œufs de poisson. Et les cotons-tiges aussi qui se retrouvent dans les océans. Moi, j'ai retiré une paille de 10 cm du nez d'une tortue vivante. Avec la tortue qui gueulait dans tous les sens parce qu'on lui retirait une paille qu'elle s'était elle-même rentrée dans le pif. C'est le genre de truc, c'est le genre d'expérience qui change une vie. Hein. Là, on commence à réfléchir. Ah oui, moi je prends une paille dans mon verre. Voilà, ça c'est ce que ça fait. Et quand on ressort la paille, elle est couverte de sang. Il y a la tortue qui gueule dans tous les sens et qui a mal et qui du coup, mais en même temps, elle nous remercie parce qu'on vient voilà. Voilà, genre à un moment donné, ça c'est des trucs qui sont hyper faciles de mettre en place. C'est une loi en disant voilà, les microbilles plastiques dans
dans les cosmétiques, enfin c'est les gommages en fait, sont interdits. On interdit les pailles. Interdiction pour les animaleries de commercialiser les animaux. Et on terminera là-dessus, inspiration du mode de vie des habitants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est vrai que ceux-là, ils résistent, ils innovent, ils essayent de faire quelque chose et on voit un peu en face le bouclier de l'État, quoi. En fait, qui veut pas. Ouais, j'explique dans le bouquin, si on veut garder l'objectif des 2 degrés, il faudrait qu'on divise notre consommation d'énergie et donc notre niveau de vie en fait par 6 à l'échelle mondiale. Sauf qu'on va pas demander à un Tibétain de diviser par 6 son niveau de vie. Il a déjà rien. Voilà, donc lui il consomme 0,5 planètes, très bien, qui continue à vivre comme il vit. L'idée c'est plus que les Occidentaux divisent leur niveau de vie par 10 ou 12 et que les Américains par 15 ou 16. Voilà. Et si un Français il divise son niveau de vie par 15, en fait il vit comme un zadiste. Et il n'y a pas que ça. Éviter que tous ceux qui sont en voie tous ceux qui, la Chine, l'Inde, qui veulent vivre comme à l'européenne, qui se mettent pas à vouloir vivre comme nous, parce que oui, mais c'est très compliqué à expliquer ça, c'est-à-dire quelqu'un qui baigne dans le confort, qui explique à quelqu'un qui n'a pas encore ce confort, oui, non, tu ne peux pas arriver à mon confort. Il y a une phrase dans votre livre. Voilà, c'est ça, il y a le président indien qui avait dit avant la COP 21, c'était vous les Occidentaux avec vos belles paroles, je prendrai en compte le réchauffement climatique le jour où ma population, elle aura le même niveau de vie que vous, donc elle aura l'accès à l'eau courante, elle aura de l'électricité 24 heures sur 24, et voilà. Et en même temps, d'un point de vue humain, c'est parfaitement compréhensible. Donc, on arrive à cette problématique-là, c'est-à-dire qu'au niveau des pays ce qu'on appelle en voie de développement et tout, c'est soit on les ramène à notre niveau, sauf que ça, la planète ne peut pas le faire. On n'a pas les ressources pour que tous ces gens-là arrivent à consommer comme des Occidentaux. Donc, le seul moyen que ça marche, c'est que les Occidentaux abaissent leur niveau de vie pour arriver au leur. Et comme ça, ce sera jamais fait de plein gré, ça va s'effondrer. Parce qu'on n'a pas les politiques qui nous forceront à le faire. Julien Vosnitza, W-O-S-N-I-T-Z-A, Vosnitza. Voilà. Pourquoi tout va s'effondrer, avec une préface de Paul Watson et une postface de Pablo Servigne aux éditions Les Liens qui libèrent. Une citation pour terminer l'émission, Julien. Un mot de la fin. Oui, si les océans meurent, on meurt. En fait, si nos océans meurent, l'humanité n'en a plus pour longtemps. Les abeilles, c'était un peu la même chose. Albert Einstein disait la même chose. Si les abeilles meurent, il nous en reste pour 4 ans. Au final, ça s'est avéré pas parfaitement exact, mais dans l'idée, il avait raison. En sachant qu'on est en train de défoncer nos abeilles, il va falloir vraiment qu'on se réveille, quoi. Alors, une note positive quand même. On va peut-être chuter de moins haut, c'est le but de votre livre. C'est tout le but du livre. On chute, mais je lance vraiment un appel aux politiques, si jamais il y a un député qui a envie de me recevoir pour parler de ces problématiques-là et de voir ce qui est possible et jouable. Ils sont au courant, les députés. Non, je pense pas. Bien sûr, non, je pense pas. Vraiment, je pense pas. Pour la simple et bonne raison, par exemple, en école de commerce, dans tout mon cursus en finance, j'ai absolument jamais eu la question de la raréfaction des ressources. Jamais. Personne ne m'a jamais posé la question non, quand tu crées ta start-up, quand tu crées ta boîte, regarde qu'est-ce qui va se passer le jour où il n'y a plus de pétrole. C'est une question qui ne se pose pas. Comme c'est une question qui ne se pose pas, c'est une question qui n'est jamais réfléchie. Et j'aimerais bien qu'on puisse prendre en compte la question de la raréfaction des ressources dans nos programmes politiques. Ce serait très bien. Merci beaucoup, Julien Vodnitza. Merci beaucoup. Merci à vous.